Bonjour, messieurs, mesdames, et bienvenue sur le plateau Plan BIM 2022. Alors, lors de cette session, nous allons présenter l'action 1. Alors, nous avons 3 personnes sur ce plateau actuellement. Nous avons Cécile Semry, qui est responsable département architecture et maîtrise d'ouvrage à l'Union sociale de l'habitat, l'USH. Émeric Viguier, qui est chargé de mission sur le BIM à la direction de l'immobilier de l'État. Et au pupitre, Cécile Cinquin, qui est chef de projet BIM chez Tipeee. Alors, Cécile Semry, présentez-nous un petit peu le cadre général de cette action 1. Je le rappelle, c'est sécuriser la commande BIM. Oui, bonjour. Donc, pour l'Union sociale pour l'habitat, et puis nous essayons de travailler avec tous les maîtres d'ouvrage qui sont volontaires sur cette action. Nous travaillons sur vraiment l'aspect maîtrise d'ouvrage du process BIM. Et une des premières actions que nous avons menées, c'est cette conception d'un outil pour aider les maîtres d'ouvrage à concevoir leur cahier des charges. Alors je reviendrai après, il y a quelques autres actions structurantes. Ce qui était important pour nous, c'est de bien positionner en fait le rôle du maître d'ouvrage dans ce processus, qui est par ailleurs assez défini par les autres acteurs, notamment au travers de la convention BIM. Et puis de bien cerner en fait quelles étaient les attentes spécifiques du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage n'embarque pas tous les besoins dans le BIM, mais les besoins qu'il a, il a besoin de les déterminer clairement. Et puis ça nous permet d'aborder un point très important qui est la passation en fait vers la gestion. C'est le maître d'ouvrage, c'est le seul acteur dans ce processus qui va être garant ou qui peut se positionner dans la transmission en fait de la maquette et des données. Donc au travers de ce travail, on a aussi poursuivi un travail qu'on avait engagé dans le cadre du PTNB sur la structuration des données, et puis qui va être poursuivi. Mais peut-être que vous voulez présenter les autres intervenants. Non, je continue. Allez-y. Voilà, donc l'idée, c'est à la fois de bien positionner l'acteur, ses besoins dans le processus, et de faire un vrai travail de fond sur toute la vie de la donnée au cours du processus de construction, avec les usages associés quand le maître d'ouvrage a des usages pour la construction, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors un usage, ça peut être, est-ce que mon programme, est-ce que la maquette, j'ai bien les éléments du programme que j'ai dedans. Et puis à la fin, ça peut être, in fine, je récupère une maquette. Est-ce que les données que j'ai dans cette maquette, elles correspondent à mes besoins en gestion? Est-ce qu'elles sont structurées selon la manière dont ça va pouvoir être implémenté dans mon système d'information? Et tout ça, si ça n'est pas décrit, si ce n'est pas défini, en fait, les autres acteurs ne peuvent pas s'en emparer. Par contre, il ne va pas au-delà de ses besoins, il ne va pas définir en fait tout le processus. Et là, la convention prend le relais en fait du cahier des charges pour que les autres acteurs définissent en fait entre eux les processus et leurs besoins spécifiques. Voilà, donc c'est l'enjeu de cette action. Il y a une action qui va suivre et qui est vraiment en lien avec la transmission de ces données. C'est qu'on va essayer de travailler au niveau du mouvement HLM. Alors, ce sera pour le logement. C'est à la définition d'un cadre type de données en vue de la gestion. Et ça peut être un aboutissement en fait d'un cahier des charges, c'est-à-dire finalement, j'ai besoin aussi de ce livrable-là qui va pouvoir m'aider à gérer. Et on essaye de formaliser ça le plus possible au niveau d'une filière pour tendre vers des normes et vers un partage en fait de tout ce travail. D'accord. Alors vous, à l'USH, le BIM donc fait partie aujourd'hui des outils. C'est le cas aussi à Immobilière 3F. Comment vous l'abordez? Parce que effectivement, dans le domaine du logement social, c'est un segment un peu particulier. Alors, si particulier, oui et non. On est des acteurs du logement, donc il y a beaucoup de gens qui construisent du logement. On est des acteurs particuliers parce qu'on gère les logements derrière, au travers de parcs qui peuvent être assez importants. L'Union, en fait, anime un groupe de travail autour du BIM et donc a vraiment un partage de ces pratiques, que ce soit en construction ou que ce soit en gestion. Et du coup, les organismes ont été associés
à tous les projets, en fait, dans le cadre du PTNB ou dans le cadre du plan BIM, au travers de ce groupe de travail, au travers d'acteurs très volontaires, pour définir le contenu, pour définir leurs besoins, parce que c'est ça qui compte, c'est que ça réponde vraiment à ces besoins. Christophe Leray était effectivement là hier pour en témoigner, mais il y a bien évidemment d'autres organismes qui sont engagés dans ce processus. D'accord, il y a également l'État qui est engagé dans ce processus avec Émeric Viguier, donc je le rappelle, chargé de mission sur le BIM à la direction de l'immobilier de l'État. Comment vous vous inscrivez dans ce contexte global de la sécurisation de la commande BIM, justement? Alors, comment on s'inscrit? C'est-à-dire que la commande publique, elle représente quand même un enjeu conséquent sur le secteur de l'immobilier. En termes de commandes, on le voit bien aujourd'hui, notamment avec le plan de relance, qui est là pour soutenir les entreprises du secteur immobilier en termes de travaux et de revenus économiques. Et en fait, le BIM est une évolution qui touche l'ensemble du secteur, et l'État ne peut pas se considérer, l'État en tant que propriétaire et gestionnaire d'actifs ne peut pas se sortir de cette démarche. Il y a l'État législateur qui lui a sa part de travaux à mener, et il y a l'État qui s'occupe des actifs qui sont existants et qui sont occupés par les ministères, les préfectures, etc. Et donc sur le BIM et la sécurisation de la commande, en fait, il y a un vrai enjeu, puisqu'on constate aujourd'hui une certaine diversité, on va dire, de formes sur la contractualisation BIM, je dirais des plus succinctes, avec notamment, on veut du BIM et puis bon, voilà, on ne sait pas trop, avec jusqu'aux démarches les plus complexes, mais souvent du coup formulées de manière très différente d'une opération à une autre. Le fait de recourir à cet outil, ça va permettre d'une part, je pense, d'homogénéiser la commande publique sur le BIM, et de manière à ce que toutes les entreprises, architectes, etc., qui sont en face, soient en mesure d'avoir en face d'eux une commande publique plus compréhensible, plus accessible. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi d'avoir du coup une action sur l'incitation et la facilitation du développement du BIM auprès de la plupart des maîtres d'ouvrage, et du coup auprès de toutes les équipes projets qui sont au sein de l'État, puisqu'on en a plusieurs centaines. Donc il y a un processus, et donc on attend beaucoup de cette démarche-là. Et comme on en attend beaucoup, bien entendu, on essaye aussi de s'investir pour aider à son aboutissement. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler le contexte peut-être réglementaire de la commande publique, l'obligation prochaine, notamment sur les appels d'offres, rappeler brièvement où on en est aujourd'hui? Alors où on en est aujourd'hui, le BIM n'est pas obligatoire de manière très concrète. Il est envisagé. On a vu une évolution avec l'arrivée des nouveaux CCAG travaux et CCAG de maîtrise d'œuvre qui mentionnent les pièces contractuelles, donc le cahier des charges notamment et la convention BIM. Donc c'est quelque part, ça peut paraître ne pas être grand-chose, mais je peux vous dire que dans le processus législatif, c'est un pas de reconnaissance qui est conséquent, puisque ces pièces sont devenues concrètement inscrites dans les processus achats publics. Après, à voir, effectivement, là je ne peux pas présager, mais je sais que la Commission européenne travaille sur le renouvellement de la directive sur les marchés publics, à voir si le BIM deviendra plus précis, est-ce qu'il sera obligatoire ou pas. Là, je dirais, il y a encore, je pense que les questions sont encore en suspens et sont encore en étude au niveau de la Commission européenne. Et ensuite, on verra, par rapport à la directive produite par la Commission européenne, ce qui ressortira dans les textes et la transposition qui sera faite dans le droit français. C'est ça, mais l'idée quand même, c'est que la commande publique, l'État guide un petit peu l'arrivée sur le BIM, quoi, que ça soit précurseur, en tout cas qu'elle pousse un peu. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a l'État législatif qui, lui, a son rôle, effectivement, par rapport au secteur et au marché. Et nous, en tant qu'État, plutôt côté propriétaire et gestionnaire d'actifs, on a notre rôle à jouer, effectivement, puisqu'on le voit bien aujourd'hui sur la relance économique. Donc, on a notre rôle à jouer aussi pour aider
le secteur a évolué. Donc c'est ce qu'on essaye de faire déjà, hein, puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus d'opérations qui sont lancées en BIM. Ensuite, à voir effectivement, à nous aussi de trouver le bon niveau, puisque ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les usages du BIM, pour nous, c'est aussi un enjeu de transformation interne, et qui fait qu'on ne peut pas forcément partir tout de suite sur « je mets tous les projets en BIM, on oblige toutes les entreprises à partir en BIM », alors que nous, on n'est pas capable de l'exploiter correctement. En tout cas, le plan BIM 2022, c'est l'État, donc on est là aussi parce qu'il y a une volonté derrière publique. Vous pouvez réagir peut-être justement à ce contexte, vous qui gérez des actifs aussi, Cécile Semry, comment vous... Oui, alors effectivement, le BIM, ce sont des transformations extrêmement importantes pour tous les métiers, et ce sont des transformations aussi pour les gestionnaires très importantes. Hein, donc il y a un peu la face cachée de l'iceberg, c'est toute la partie gestion, c'est toute la continuité numérique qui n'existe pas encore. Et nous aussi, on est là pour mettre en lumière ces besoins-là, à la fois ces besoins de continuité et à la fois ces besoins de structuration sur toute la gestion. Et voilà, ça c'est un besoin qui est fort, et on aura besoin des éditeurs, on aura besoin des montées en compétences de tout le monde, et ce sont après des transformations internes très importantes dans les structures. C'est pas que la construction. À la limite, le maître d'ouvrage, il pourrait se dire que la construction, il va récupérer sa maquette à la fin. Il pourrait. Ou il peut avoir des usages aussi dans le cadre de la conception. Après, pour revenir à l'outil précisément, on n'a pas voulu faire un document type comme on l'avait fait pour la convention dans le cas du PTNB. On n'a pas fait une convention type, on n'a pas fait un programme type. On voulait surtout éviter les copier-coller, c'est-à-dire je te passe mon programme. On voulait avoir un document d'appropriation par les maîtres d'ouvrage qui est aussi un document de montée en compétences. Donc il y a un parcours pédagogique, il y a des documents de référence, mais qui ne sont pas des documents types, et il y a une manière en fait de construire son programme. Et après, on va vraiment sur des éléments de fond, j'y tiens beaucoup, mais la question de la donnée, sa structuration, parce que c'est un vrai travail de fond, et c'est pas, on ne s'improvise pas à faire un cahier des charges BIM, c'est un vrai travail interne à la maîtrise d'ouvrage. C'est ça. Alors justement, en termes d'outils, d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage, Cécile Cinquin, qui est chef de projet BIM chez Tipeee, va nous présenter cet outil qui a été développé par cette plateforme technologique. Vous êtes basé à La Rochelle, vous êtes une entreprise créée en 2016, et vous avez été retenu en 2019 suite à l'appel d'offres pour développer cet outil. Parlez-nous donc de ce projet, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, le projet, comme le disait Cécile Semry, c'est un projet qui va avoir qui se base déjà sur la première phase de l'action 1, qui est en fait une réalisation de 6 études qui permettaient en fait d'identifier et de répondre aux objectifs de ce futur outil. L'idée, à partir de ces études-là, qui se basent sur un état de l'art, sur des éléments préexistants, des guides, Building Smart France, les travaux de Building Smart France, de BIM Form Value, à partir de tous ces éléments-là, des études ont été réalisées pour pouvoir imaginer ce futur outil d'accompagnement et l'adapter aux acteurs qu'il vise. Donc l'idée, c'était de définir les spécifications techniques et fonctionnelles de cet outil-là, et qui, du coup, a pour objectif d'accompagner les organismes dans l'identification de leurs besoins, de proposer une trame type de cahier des charges en sortant quand même de l'automatisation de la génération de ce cahier des charges-là, et d'inclure en plus de ça un ensemble de documents ressources sur lequel les maîtrises d'ouvrage pourront s'appuyer pour effectivement monter en compétences. L'idée donc, pour reprendre les propos de Cécile Semry, c'était de pouvoir proposer un outil qui se détache du simple guide numérique ou papier d'ailleurs, qui en fait va apporter des éléments contextuels et théoriques à la personne qui va le lire, mais ne va pas vraiment forcément lui donner les moyens techniques et précis de prendre en main son cahier des charges BIM, de le rédiger, mais surtout de le mettre à jour. Et donc l'idée, c'était de favoriser une démarche réflexive des utilisateurs de cet outil
en leur donnant un accompagnement souple, modulable, qui leur permette de vraiment prendre en main ce sujet-là par eux-mêmes et en autonomie. À la fois de leur donner les clés théoriques, mais aussi les clés de rédaction de cet outil-là. Du coup, l'objectif, c'était en termes de fonctionnalité de donner un outil qui soit très accessible à tous, qui soit donc gratuit et qui soit basé sur un parcours pédagogique construit sur des supports en ligne. Ça va être des vidéos animées, des PowerPoint dynamiques qui viennent être un peu ludiques pour l'utilisateur et des documents complémentaires qui viennent enrichir ces supports-ci. Au niveau des fonctionnalités, on a aussi prévu de mettre en place un forum de manière à permettre les échanges entre les utilisateurs et une boîte à outils qui, là, permettrait de donner un accès structuré à l'ensemble de ces supports et de ces documents complémentaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de favoriser une démarche réflexive des utilisateurs, mais de donner suffisamment d'éléments pour pouvoir construire un cahier des charges qui soit suffisamment structuré. Donc, l'idée du fonctionnement de l'outil, c'est de partir sur une trame de cahier des charges type sous format Word, donc complètement personnalisable et modifiable, et qui puisse être rempli au fur et à mesure du parcours d'accompagnement. L'idée, c'est que du coup, cet accompagnement, l'outil en lui-même est découpé selon la trame de ce cahier des charges type-là, et que des supports viennent permettre d'assimiler d'une part les éléments théoriques de compréhension de la démarche BIM et des sujets traités, mais aussi des consignes de rédaction point par point et partie par sous-partie, de manière à finalement arriver au bout de l'accompagnement avec un cahier des charges BIM qui soit entièrement construit selon l'utilisateur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi également des ressources documentaires qui vont être complémentaires pour appuyer tous les supports, de manière à donner des éléments de montée en compétences et de connaissances complémentaires. Il y a également ce qui est prévu en termes de fonctionnalité, c'est des modules pour aller plus loin, parce qu'on sait que les maîtrises d'ouvrage ont des structurations différentes, ont des niveaux de maturité différents, et donc c'était leur permettre aussi d'aller plus loin sur certains sujets, de creuser certains éléments, et notamment la structuration des données, et notamment la définition de leurs usages, qui ont été construits de manière à leur donner des différents stades d'avancée vis-à-vis de leur maturité. Et puis, pour construire l'outil, on est parti sur une idée d'auto-validation par objectif, de manière à ce que l'utilisateur soit en mesure de valider sa progression au fur et à mesure des parties et des sous-parties. Au niveau des fonctionnalités connexes de l'outil, donc j'en ai un peu parlé, mais l'idée c'était de mettre en place des éléments connexes à cet accompagnement, de manière à donner des outils complémentaires. Donc le forum, qui permet de créer une plateforme d'échange entre utilisateurs, mais aussi via un retour d'expérience de la part de ce qu'on appelle, et qu'on va essayer de mettre en place, un réseau de participants volontaires, c'est-à-dire des maîtrises d'ouvrage qui sont déjà suffisamment matures dans le BIM, qui ont déjà un retour d'expérience par rapport à la rédaction de leur cahier des charges, et leur donner du coup cet espace de parole dans le forum pour pouvoir échanger avec les utilisateurs qui sont en cours de parcours. Également, comme deuxième fonctionnalité connexe au parcours, il va y avoir la boîte à outils. La boîte à outils, c'est comme une espèce de mallette pédagogique, d'un ensemble de ressources documentaires structurées qui permettra à l'utilisateur de retrouver l'ensemble des supports qu'il a rencontrés sur son parcours et tous les supports complémentaires d'accompagnement sur un espace dédié. L'idée, c'est quoi? C'est que l'utilisateur qui a déjà rédigé son cahier des charges, qui a déjà suivi le parcours, puisse retrouver l'ensemble des documents sans devoir repasser par l'ensemble des étapes du parcours d'accompagnement. Le troisième élément connexe de structuration de cet outil, c'est l'espace utilisateur. L'objectif aujourd'hui, tel qu'a été réfléchi l'outil, c'est d'être construit à partir d'une connexion utilisateur. Donc chaque utilisateur pourra avoir son espace et ça lui permettra de se connecter à son parcours d'accompagnement. Ça lui permettra de préserver son historique d'avancement, de pouvoir revenir sur son accompagnement, s'arrêter en cours de route, et également d'accéder au forum pour pouvoir avoir un identifiant et de pouvoir échanger avec les autres utilisateurs.
et puis de la part de BIM 2022 et de l'État, de pouvoir extraire des indicateurs qui pourront nous donner des éléments clés pour pouvoir comprendre le parcours des utilisateurs et comment faire évoluer l'outil en conséquence à la suite de cette action. En termes de calendrier, pour pouvoir produire cet outil, on est sur un calendrier qui est assez serré, donc qui va nous permettre quand même de mettre, et donc une deadline qui va être assez immédiate, puisque on est sur un développement à 6 mois. L'objectif, c'est donc au 30 novembre d'avoir un outil qui soit opérationnel et en ligne, que les utilisateurs puissent prendre en main. En cours de route, en cours de développement, on va quand même passer par des étapes, notamment une première version bêta en fin août dans l'idéal, et puis au 1er novembre, une validation finale de manière à pouvoir faire des étapes de bêta-test dans le courant du mois de novembre. Au niveau des jalons dans ce calendrier-là, on va aussi avoir quand même une construction commune de cet outil-là, notamment par la mise en place de groupes de travail projet avec les maîtrises d'ouvrage, une collaboration avec les organisations professionnelles et donc, comme je disais, une mise en place d'une phase de bêta-test utilisateur pour une première prise en main. Au niveau des groupes de travail projet, l'idée c'est vraiment d'intégrer les maîtrises d'ouvrage en tant qu'utilisateurs et de pouvoir leur permettre d'intégrer la construction de l'outil par des réflexions et des orientations qui pourront orienter la construction de l'outil. L'idée, c'est donc de leur permettre de tester les fonctionnalités durant la mise en œuvre de l'outil, de pouvoir leur faire prendre en main notamment les éléments de construction connexes comme le forum, la boîte à outils, de manière à les construire de manière vraiment précise par rapport à leurs attentes. Et donc, effectivement, de par le biais des phases bêta-test, également travailler sur l'ergonomie de l'outil et sur les objectifs qui pourraient être atteints et modifiés par leurs usages. La phase bêta-test, donc comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de prendre les utilisateurs et de les transformer en testeurs de manière à bien valider que les objectifs de prise en main et de structuration de l'outil sont atteints et correspondent à l'utilisateur final. C'est également, on le sait, une phase de bêta-test permet aussi de prévenir les problématiques en amont de la mise en ligne de l'outil et ça permettra également de tester les fonctionnalités connexes qui auront été discutées en groupe de travail de manière à les tester dans le cadre de la mise en ligne. Alors, je vais essayer de vous montrer les premiers... Ah, il n'y a pas de connexion Internet ? Non ? Bon, bah, c'est pas grave. Je vais remonter dans ce cas-là sur la présentation. En fait, on a commencé déjà à déployer les premiers visuels de l'outil. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'outil sera vraiment structuré, donc vous le voyez sur la sidebar à gauche, sera vraiment structuré sur la base d'une structuration d'un cahier des charges type. L'idée, c'est vraiment toujours d'avoir un fil rouge par rapport à cette structuration-là, de manière à toujours être orienté de manière assez fluide sur la construction de son outil. Au niveau de la construction du forum, on aura une construction qui sera assez classique, mais l'objectif ce sera vraiment d'éviter de dupliquer les sujets et que ce soit vraiment un outil qui soit fonctionnel. L'idée c'est qu'on est un peu dans la recherche de la création d'une communauté à part entière sur ce sujet-là. Et on a pour ambition que ce forum soit vraiment une base d'échange commune sur ces sujets. Et puis, comme je le disais, la boîte à outils, l'objectif, c'est également qu'elle soit structurée, encore une fois, selon le cahier des charges BIM et qu'on puisse retrouver l'ensemble des ressources structurées correctement sur cette boîte à outils accessible à tout moment du parcours, que ce soit dès la page d'accueil ou tout au long du parcours d'accompagnement. Je vous inviterai pour pouvoir peut-être voir un peu plus en détail les premiers visuels de l'outil à consulter la brochure qui est accessible par un QR code juste derrière ou sur l'écran sur le stand derrière moi également. Ce sera peut-être plus simple pour en discuter derrière. Donc il y a une petite démo qui se passe juste derrière. Petite réaction quand même, Cécile Semry, sur cet outil d'accompagnement. C'est ce qu'il faut faire, ça va dans le bon sens ?
On espère, on l'a conçu pour que ça aille dans le bon sens. Évidemment, après, on va le construire avec les utilisateurs. Ça, c'est plutôt. Déjà, on l'a conçu avec les utilisateurs, on va le construire avec les utilisateurs. Et puis, à terme, c'est une autonomisation plus grande des maîtrises d'ouvrage. Donc, c'est vraiment l'enjeu. Après, on verra bien comment c'est approprié. Ce forum sera là aussi pour nous renseigner sur l'appétence d'une communauté à exister sur le sujet. Est-ce que les acteurs ont aussi envie d'échanger d'entre eux? Enfin, voilà, ce sera un test et on espère bien que ça ira dans le bon sens. Émeric Viguier, qu'est-ce que vous en pensez, vous avez de l'appétence pour cet outil? Beaucoup. Pour une très très bonne raison, c'est-à-dire que cet outil a vocation non pas à juste fournir un canevas effectivement reproductible qui serait du coup dommageable pour les opérations et les maîtrises d'ouvrage, mais d'amener la maîtrise d'ouvrage à réfléchir et à comprendre le BIM et à mieux le saisir sur ses contractualisations. Pour ma part, par exemple, j'envisage même, en fonction du résultat qui sera obtenu, de réfléchir à l'utilisation aussi de ce cahier des charges sur les marchés d'exploitation maintenance. D'accord, donc aller au-delà, effectivement, de ce qui est prévu, c'est ça. Très bien. Vous voulez rajouter un petit mot, Cécile Cinquin? Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif même de cet outil, c'est de prendre en considération la maîtrise d'ouvrage dans leurs objectifs premiers, de leur donner à la fois les éléments théoriques de compréhension des sujets qui sont à inclure dans leur cahier des charges, mais aussi de leur donner l'autonomie totale par cet outil-là, de construire leur cahier des charges par leur exigence. C'est pas un outil qui va être linéaire, puisque vous allez retrouver dedans des démarches réflexives, des ateliers à mettre en œuvre avec vos collaborateurs, etc. Et vous allez vraiment, les utilisateurs vont vraiment pouvoir être en mesure de prendre en main leur sujet en ayant après l'autonomie de le mettre à jour en fonction de l'avancée de leur structuration. Et c'est l'objectif en fait de leur donner ces clés de compétences complémentaires dans la réalisation de leurs documents. D'accord, très bien. Donc pour en savoir plus, vous passez de l'autre côté. Voilà, merci à vous trois pour cette présentation. Vous pouvez retrouver cet exposé brillant, évidemment, sur le site du Plan BIM 2022. Merci à tous. Merci. Merci.